Il est 9h19. Est-ce que c'était mieux avant? C'est une vraie question. On en parle ce matin avec Patrick Buisson. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Vous êtes historien et politologue. La fin d'un monde aux éditions Albin Michel. Ah oui, alors c'est la fin d'un monde, alors que beaucoup souhaitent un réenchantement, peut-être vous aussi, parce que vous vous inscrivez quand même dans un discours ultra nostalgique de c'était mieux avant. Bon alors, vous expliquez pourquoi, hein, et vous allez nous le dire aussi, parce que vous tapez beaucoup sur les années 60-70, vous dites qu'il y a une quinzaine d'années qui a été fatale, quoi. Oui, les 15 dernières années, ce qu'on appelle les 30 glorieuses. Ouais. Ouais. Alors, moi, c'est pas un livre de nostalgie, simplement la question qui est posée... Quand même, si, quand on vous lit... Oui. La question qui est posée est la suivante. Vous savez, le sociologue allemand Max Weber a parlé de désenchantement du monde. En fait, c'est la sortie du religieux. La déchristianisation de l'Europe fait que nous entrons dans un nouveau cycle. Est-ce que nous avons créé un récit ou réussi à créer un récit qui réenchante le monde? C'est ça la question. Si le récit, c'est purement le récit économique, qui réduit l'individu à ce qu'il possède, à ce qu'il consomme, qui réduit l'individu à sa peau, la réponse est pour l'instant, nous avons le droit de douter que ce monde-là est meilleur que l'ancien. Alors je ne discute pas l'extraordinaire progrès technique, c'est pas le problème. Le problème se situe au niveau de la qualité humaine, de la qualité des relations entre les hommes et les femmes, entre cette période et aujourd'hui. Alors on voit bien ce qu'on a gagné en termes de progrès. Moi j'ai essayé d'évaluer ce que nous avons perdu en termes d'humanité. Non mais alors, est-ce que vraiment on a perdu quand même, Patrick Buisson? J'ai lu attentivement certains chapitres en fait hier soir, donc vous appuyez beaucoup sur la religion catholique, ce que vous venez de dire. Mais enfin bon, quand on regarde dans le passé, honnêtement les relations humaines, c'était pas ça, c'était pire quand même avant, quoi. On s'entretuait pour un rien, il y a eu des conflits, mais là je remonte en fait très très loin. Mais Patrick Roger, vous êtes journaliste et vous osez me dire ça. On ne s'entretue pas pour un rien. Aujourd'hui, où la délinquance explose à tous les coins de rue, où le terrorisme est notre pain quotidien. Mais les brigands qui étaient au coin, en fait, dans les forêts, dans les villages, il y avait des règlements de compte également, il y avait des bagarres à partir de 12-13 ans. Ça existait, Patrick Buisson. C'est la nature humaine, ça n'a pas changé. Il y aura toujours des violeurs, il y aura toujours des tueurs, il y aura toujours des assassins. Moi, ce dont je parle, c'est la qualité interrelationnelle entre les individus. Moi, ce que je crois et ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous avez eu ce même point de vue, c'est ce qui s'est passé lorsqu'on a demandé aux Français d'applaudir tous les soirs à 20h pour soutenir le personnel hospitalier et médical. Bon, pas simplement d'ailleurs. Qu'est-ce que les Français ont applaudi? Précisément toutes les valeurs du monde d'avant. Vous voyez, ce qui était avant l'État-providence. Quand il n'y avait pas l'État-providence, c'était quoi? La solidarité, l'entraide, le dévouement, ce qui marchait par exemple dans le monde rural. Chacun donnait un coup de main à l'autre au moment de la moisson, au moment des récoltes. C'était une gratuité totale. Aujourd'hui, nous avons été habitués à un monde qui prend en charge l'individu à travers l'État-providence. Ça a fonctionné pendant 40 ans. C'est formidable, on leur disait, vous pouvez tout faire, en fait, l'État paiera, l'État sera derrière vous, y compris le divorce, par exemple, hein, puisqu'on a créé l'allocation pour les femmes seules, etc. Aujourd'hui, que l'État ne peut plus payer, on a détruit l'ancien système des solidarités, qui était l'improvisation créée par les relations familiales, de voisinage, de proximité. L'État ne peut plus remplir son rôle d'État-providence, en tout cas pas au niveau où il le remplissait avant. Vous voyez par exemple les déremboursements de la sécurité sociale, la prise en charge par les mutuelles qui vous coûte de l'argent, c'est bien un nouveau système qui est en train de se mettre en place, et nous n'avons plus l'ancien système de solidarité. Et moi j'ai vu à travers cette mobilisation des Français autour de ce qu'on a appelé les premiers de corvée, toute la France des petits qui s'est mobilisée pour tenir le pays à bout de bras, j'ai vu le retour de ces valeurs du monde ancien. Mais elle existe encore cette solidarité, et surtout dans les territoires. Elle existe, elle n'est pas morte. Alors, elle n'est pas morte, mais elle avait fortement, pour les raisons que je vous indique, reculé. Parce que l'État-providence prenait en charge les difficultés financières, ou pas simplement financières, que pouvait avoir telle ou telle personne dans telle situation de sa vie. Aujourd'hui, on sait bien que compte tenu de notre niveau d'endettement, les choses se passent tout à fait différemment. On l'avait vu d'ailleurs. Moi, j'avais été frappé déjà par une chose. Vous savez, parce que les périodes de pandémie, ou de fléaux, de catastrophes naturelles sont d'extraordinaires révélateurs de la nature humaine. J'avais été frappé en 2003 par l'épisode de la canicule. À Paris, il y a eu près de 400 morts dont personne n'a réclamé les corps. On les a mis dans une espèce de frigo et puis on les a enterrés, voilà, dans la fosse commune. En province, il n'y a pas eu un cas
comparable. Parce qu'en province, il y a toujours quelqu'un pour se demander, tiens, pourquoi le volet n'est pas ouvert? Tiens, pourquoi elle n'a pas pris la livraison qu'on vient de lui apporter? Les solidarités existent encore dans cette France qu'on va qualifier de provinciale ou de périphérique. Dans le monde urbain, elle n'existe absolument plus. Oui, c'est l'urbanisation qui a cassé aussi un petit peu. Enfin, oui, dans cette modernisation, en fait. L'urbanisation, elle n'est pas née non plus du hasard. S'il y a eu un exode rural, c'est pas simplement pour des raisons économiques. Il y avait aussi la volonté, à un moment, il faut le reconnaître, parce que ce monde ne s'est pas effondré comme ça, d'une partie de la population, en quittant la campagne, d'échapper au contrôle social, notamment les femmes. Notamment les femmes. Vous dites dans votre livre, le sacré est extrêmement présent, et vous dites que le point de bascule, c'est 1965, c'est le Concile de Vatican II, qui finalement, selon vous, nous amène à notre perte. Écoutez, moi je ne passe pas d'un point de vue théologien, je ne suis pas théologien. Je regarde simplement avec une approche sociologique ce qui s'est passé. À la troisième et dernière session du Concile en 1965, se produit un événement majeur qui est effectivement un effondrement de la pratique religieuse en l'espace de 2-3 années. Bon, il faut se demander pourquoi. Les événements ne viennent jamais sans un lien une chaîne de causalité. Et en même temps, on s'aperçoit que les enquêtes de l'opinion nous le disent, qu'environ 25%, un quart des Français interrogés, sur 10 ans, déclarent ne plus croire dans une vie dans l'au-delà. Donc c'est un changement de perspective. L'Église, jusqu'à présent, l'accusait d'être l'opium du peuple, en vous disant tous les malheurs que vous avez sur terre seront pensés dans un monde meilleur. Bon. Il y a un moment, ces années 60-65, au moment effectivement du Concile, où c'est le grand collapsus de l'espérance chrétienne, et le paradis c'est ici maintenant. C'est plus ailleurs. On accusait l'Église d'être l'opium du peuple, effectivement. Elle veut plus être l'opium du peuple, l'Église. Elle prétend aller au monde en finalement se mettant en concurrence avec les autres religions symboliques. Sur le terrain du bien-être, par exemple, la religion des choses, c'est le roman de Pérec, qui naît à ce moment-là, c'est-à-dire la consommation, devient une forme de vie ou un mode de vie en concurrence avec l'offre symbolique de l'Église qui promet des biens, elle aussi, mais qui ne sont pas de nature finalement à concurrencer cette nouvelle religion des choses qu'est la consommation. Et donc, en se banalisant, en faisant le choix de se banaliser, d'entrer en dialogue avec le monde, comme disent les pères conciliaires, eh bien, en fait, elle signe sa perte, puisque elle n'a plus à offrir une vision transcendante de l'existence qui attirait finalement les fidèles jusque-là. Oui, mais vous regrettez qu'on n'ait pas réussi à trouver dans cette période un sens à la vie autre que la religion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en un Dieu et qui veulent vivre en fait leur vie aujourd'hui. Et c'est les années 60 à 80 ont cherché en fait et n'ont pas trouvé quoi. On parlait de valeurs républicaines. Maître Écroger, il y a différentes formes de sacré, ça a toujours existé. À côté de la religion transcendante, c'est la croyance dans un Dieu, il y a des religions séculières, il y a des religions laïques. Le patriotisme était une forme de religion. Il y a des millions de gens qui sont morts, je vous rappelle, par exemple en 14-18, au nom de la patrie. Voilà. Le communisme a été une forme de religion. C'était aussi un grand système pourvoyeur de sens. Alors vous voyez, quand vous faites le bilan... C'est le capitalisme, après, qui est apparu. Quoi. Le capitalisme, à travers le consumérisme, c'est-à-dire, en fait, la réalisation du paradis sur Terre. C'est-à-dire, le bien-être, l'acquisition de biens matériels, c'est votre épanouissement personnel. Bon, mais, vous voyez, les trois grands systèmes qui donnaient du sens, qui fabriquaient du sens de cette époque. Catholicisme, patriotisme, communisme, sinon disparu, du moins ont été singulièrement affaiblis. En Europe, oui. En Europe, oui, bien sûr. Non, parce que si on regarde dans le monde, il y a des religions. Singulièrement en Europe de l'Ouest, parce que les choses ne se passent pas de la même manière dans l'Europe communiste à la même époque. Oui, mais la vie est quand même meilleure pour les femmes. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé, qui sont quand même extrêmement positives. Dans un bilan, il est évident qu'il y a toujours un actif et un passif. Maintenant, ce qu'il convient de faire, c'est d'apprécier l'importance, le poids de l'actif et du passif. Je trouve que notre religion du progrès a été une religion aveugle. Il y a un progrès, le progrès est toujours paradoxal. On ne veut pas voir qu'à côté des bénéfices qu'il nous apporte, il y a aussi des effets négatifs. Si on considère par exemple que la recherche scientifique permet de mieux tuer, ce qu'on a constaté au moment de la Seconde Guerre mondiale, ou de tuer en masse, si vous voyez, on a inventé la bombe atomique, Hiroshima, Nagasaki.
on ne peut pas considérer le progrès comme un élément qui entraîne le progrès technique, un progrès moral au sein de l'humanité. Jamais il y a eu autant de morts au cours des guerres qu'au XXe siècle, qui était déjà marqué par le progrès. Bon, on pourrait prendre 1000 exemples. La révolution agricole, formidable. En 1945, on décide de la motorisation, du regroupement des exploitations et le remembrement, qui va permettre effectivement une meilleure productivité de la terre. On détruit 4 millions d'emplois. On détruit 4 millions d'emplois pour constater, 40 ans plus tard, aujourd'hui, que les bonnes méthodes, c'est pas les intrants tels que les engrais chimiques, c'est la permaculture qu'on pratiquait dans les années 40, qui était la technique de culture millénaire. Et puis d'ailleurs parce que les citadins réclament le bio. Le rememblement a détruit la biodiversité. L'alouette ne chante pas au pays de Monsanto. Alors on s'est aperçu que non seulement on a fait disparaître les paysans, mais on a aussi détruit les paysages. Et 50 ans après, on fait le bilan en se disant, est-ce que le progrès c'était bien, enfin ce progrès-là c'était bien la bonne direction? On a le droit de se tromper. D'ailleurs, c'est le privilège de l'homme, le droit à l'erreur. Mais quand il reconnaît son erreur, il faut peut-être qu'il essaye de la corriger. Oui. Patrick Buisson, l'écologiste, ce matin. Hein, la fin d'un monde, on en parle après une petite pause. Et vous nous appelez, hein, vous voulez poser vos questions en direct, bien sûr, 300. pour ce livre aux éditions Albin Michel. Jusqu'à dimanche. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Pêché en Atlantique Nord-Est, modalité magasin et drive participants sur intermarché.com. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h33, on ne veut pas jouer les rétrogrades, mais est-ce que c'était mieux avant au 0826 300 300 avec Patrick Buisson qui est avec nous. La fin d'un monde aux éditions Albin Michel et vos appels ce matin avec, on commence par Daniel. Oui, juste avant peut-être une question, oui. Je voulais, parce que dans ce livre qui est très documenté, vous avez fait énormément de recherches, écrits, mais aussi audiovisuels. Vous faites référence beaucoup aux séries, aux télévisuels, aux feuilletons. Des années 60, vous dites que la culture a eu une grande influence. Quoi. Alors, cette forme de culture, vous savez, c'était des feuilletons qui duraient 13 à 15 minutes, qui étaient diffusés à 19h40 et qui ont joué le rôle de reformatage des mentalités. C'est-à-dire qu'on proposait de nouvelles normes sociales aux Français et ils les ont adoptées. La télévision a été un outil de rééducation populaire considérable. Surtout que longtemps, jusqu'en 63, il n'y avait qu'une chaîne. Après deux, ce n'était que l'ORTF. Et à travers ces feuilletons qu'on pensait anodins, Chanique Aimé, Le Temps des copains, La Grande Picardie, Les Saintes Chéries, il y avait au fond un message, émancipateur, qui incitait les gens à modifier leur comportement, à changer leur mentalité. Et je crois que là, il y a ce qu'on peut appeler une anthropofacture, un remodelage de l'humanité à travers ces feuilletons, ces magazines, ces dramatiques qui... C'est pas pour rien qu'on parle des enfants de la télé. Moi, je suis un baby-boomer. Je suis un enfant de la télé. J'ai commencé à regarder la télé, j'avais 10 ans. Donc, ma culture, ce que je recevais du monde extérieur, passait pas par mon papa, ou moi, passait pas par le prof ou l'instituteur, mais passait par la télévision. Mais est-ce que vous avez été influencé aujourd'hui avec du recul? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été influencé par cette télévision? Oui, en partie, et après j'ai rejeté ça. J'ai rejeté cette culture-là. Voilà. Alors j'étais dans une famille qui était assez structurée d'un point de vue, philosophique. Donc j'avais une offre concurrente, si vous voulez, mais je me mets à la place du fils de paysan ou de fils d'ouvrier qui reçoit tout cela, et c'est le modèle. Oui, mais d'où l'expression les idoles. C'était une ouverture. C'était une ouverture aussi pour ce fils de paysan, ce fils d'ouvrier, de voir un peu autre chose, oui, mais ne pouvait pas voir les émissions. Il ne regardait pas les émissions culturelles, quoi. Il regardait Instant des têtes de bois, il regardait... et donc, effectivement, on lui proposait de remplacer le bon Dieu par quoi? Par des idoles. Par du divertissement. L'expression idole, vous voyez. Oui, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de divertissement. Divertissement, il y en a toujours eu. Vous savez, par exemple, quand vous connaissez la vie des campagnes françaises, et notamment sur le plan religieux, c'était une foi qui empruntait beaucoup au paganisme, et qui était très festive. Si vous assistez à un pardon en Bretagne, c'est extraordinaire. Oui, enfin, moi, je vois le rôle de ma mère et de mon père, ils n'avaient pas beaucoup de divertissement. C'était travailler énormément. Donc, c'est vrai que le travail prenait beaucoup de temps. Mais l'aspect festif était
était très présent dans la vie du monde paysan. Je veux dire, le pardon, il y avait la dimension religieuse, et à côté, c'est une fête dionysiaque. Tout le monde buvait ou copulait dans les fossés. Il faut voir la réalité de ce qu'était ce monde-là. On n'a pas attendu les années 2000 pour faire la fête. Hein. Ouais. Alors évidemment, l'offre était plus réduite, je vous le conseille. C'est vrai. 0826 300 300 avec Daniel qui nous appelle de Paris. Bienvenue Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci de m'accueillir. Oui, voilà, je vais commencer simplement par quelques dates. En 1960, j'avais 11 ans, je rentrais d'Algérie, mes parents étaient instits. En 1968, j'avais 19 ans. J'avais mon premier enfant. Il n'y avait pas de contraception. En 1981, je m'installais comme chirurgien libéral. Pourquoi j'ai donné ces dates? Parce que la nostalgie, et je me méfie toujours des nostalgiques du passé, parce que... on ne peut pas être nostalgique de l'avenir, c'est difficile. Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais l'avenir se construit avec les outils du passé et du présent. Oui. Et donc... sans référer, je nuance, je vous ai écouté, M. Buisson, c'est passionnant et vous faites toujours preuve d'une grande perplexité et intelligence, mais vous nuancez d'ailleurs vos propos, c'est-à-dire d'un côté, vous reconnaissez que le passé, cette période de 60 à 75, a été... vous l'enjolivez de mon point de vue, parce que l'ayant vécu, je trouve que c'était pas aussi idyllique que ça. A contrario, ce que nous vivons aujourd'hui, le fait de dire que c'était très bien de 60 à 75, c'est une façon de dire qu'aujourd'hui, on a perdu des repères. Mais de dire que la religion, qui n'a jamais été aussi présente dans tous les systèmes de communication, dans les esprits, que le fait d'avoir déstructuré la société parce que la religion a perdu la foi n'est plus présente de la même façon. La foi chrétienne, oui. La foi chrétienne, parce que les religions, c'est trop. On ne peut pas non plus restreindre ça à la religion chrétienne. Oui. Puis-je vous répondre, cher monsieur? Oui. Restez avec nous, Daniel. Patrick Buisson vous répond. Oui. Je ne parle pas de jugement d'un point de vue moral. Je ne dis pas la religion et le sacré, c'est mieux. Je dis c'est un système de référence, mais surtout, toutes les formes de sacré que j'évoque dans mon livre. Il n'y avait pas que la religion, il y avait par exemple le communisme, à l'époque, ce qu'on appelait les grands appareils verticaux. Ils avaient une fonction. Vous savez, l'étymologie du mot religion, c'est religarer, relier. Elles avaient pour fonction de créer des liens entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas simplement une religion macrocosme qui s'adressait à un Dieu d'en haut, c'est une religion qui reliait les hommes et les femmes entre eux. Il y avait tout ce que vous connaissez, les écoles, les patronages, les scouts, les cœurs vaillants, tout ce réseau social qui est exactement le même au Parti communiste. C'est-à-dire on prenait l'homme au berceau, on le menait jusqu'au cercueil et il n'était jamais seul. Il n'était jamais dans les frayantes solitudes que connaît le monde contemporain. Vous savez, il y a des millions de gens qui sont des personnes en fait isolées, qui ne voient personne toute la journée. Donc, ces systèmes, ce qu'on appelle les grands appareils verticaux, avaient un mérite. C'était évidemment de porter les hommes et les femmes et de ne pas les abandonner sur le bord de la route. Ils créaient du lien social. L'atelier, le bistrot, l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de bistrots. On voit quelle était la fonction sociale. Voilà. L'atelier, on n'est plus un pays productif. En tout cas, il n'y a plus de grande industrie. Et l'église, eh bien, elles sont aujourd'hui vides. Bon. Oui, mais pardon, je vous coupe. Est-ce que vous parlez de verticalité? Est-ce qu'aujourd'hui, ce lien peut se faire en horizontalité? Parce que la verticalité, il y en a plein qui n'en veulent plus. Ils veulent plus du patriarcat. Ils veulent plus de tout ça. Alors, ils veulent justement cette je parlais d'horizontalité. Oui. Je parlais pas du lien qu'on peut avoir avec un Dieu transcendant. Je parlais du fait que ces appareils verticaux créent du lien social, parce qu'ils rassemblaient les hommes et les femmes entre eux. Ils leur donnaient les occasions de vivre ensemble, d'avoir des projets collectifs. Le problème, c'est que ces appareils ayant disparu, s'étant affaiblis, il n'y a plus de projet collectif. Quel est notre commun substantiel aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire que nous formons une communauté ou une société? Nous sommes un agrégat d'individus, d'atomes juxtaposés, chacun menant, et c'est évidemment toute la révolution individualiste ou libertarienne, si vous voulez, à partir de 68, qui fait que ce qui faisait société, aujourd'hui, c'est dissous.
Oui, à travers, alors peut-être Internet qui a remplacé et qui a changé en fait un peu le monde. Avant ça, c'est pas des années 60, non, 75. Mais c'est l'exemple type. Oui. C'est-à-dire, voilà le type. La relation est devenue une relation virtuelle. Oui. C'est-à-dire que la relation à l'autre n'est plus une relation incarnée. Vous avez en face de vous un écran, et nous sommes bien dans ce monde qui a détruit tout ce qui crée du lien social. Et c'est notre problème d'ailleurs. Et on parlait hors antenne du mal-être qui est apparu à l'occasion de la pandémie. Monsieur qui est médecin, qu'on avait au téléphone, doit le savoir. Il y avait un invariant anthropologique constant à travers l'histoire qui faisait qu'en période de guerre, de fléau, de catastrophe, le taux de suicide s'effondrait. Quand les gens éprouvent le mal à vivre, vous voyez, ils ne sont pas soumis au mal de vivre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps pour laisser à la dimension psychologique de leur vie... prendre le pas sur le reste. Voilà, prendre le pas sur le reste. On l'a vu sous l'occupation, par exemple. Hein. C'était tellement difficile de survivre que vivre n'était plus un problème, d'une certaine manière. Ouais. On évacuait tout ce que... Eh bien là, le taux de suicide n'a que très très faiblement reculé avec la pandémie. Ouais. En revanche, la consommation de psychotropes a explosé. Nous avions déjà le record du monde avec 65 millions de boîtes, c'est-à-dire en fait une par habitant. Eh bien, nous sommes en train de le battre. Oui. Daniel, est-ce que vous avez une observation c'est vrai, vous êtes médecin, donc à faire à Patrick Buisson. Alors, oui, il y a un sujet que vous avez abordé qui est la notion de progrès. Oui. Et le sujet, vous donnez un cliché simplement. Ça reflète un peu ce que je pense de ce que j'ai vécu moi sur les 40 ans d'activité en tant que chirurgien. En 1973, quand j'ai passé le concours de l'internat, un cancer du testicule, c'était 85% de décès. Aujourd'hui, c'est 100% de guérison. Ouais. Je veux dire, tout l'IRM, l'échographie, les traitements, les progrès. Alors, le progrès, certes, prendre l'argument que vous avez développé de dire le fait de découvrir l'atome, et que on a utilisé ça, et Einstein en était certainement le premier, désolé, qu'on ait utilisé ça à des fins, mais ça a toujours été le cas. Je veux dire, tous les progrès, malheureusement, ont été déviés. Mais le progrès humain reste quand même notre force et la trajectoire positive qui nous porte. C'est pas simplement de se recroqueviller par des liens familiaux ou religieux, c'est le fait de s'ouvrir. Et le progrès nous permet de nous ouvrir, de progresser. Aujourd'hui, c'est vrai que la communication avec un téléphone, c'est pas de la communication. C'est pas ça, parce qu'on est tous branchés, enfin la plupart branchés sur des réseaux, on communique. On peut être très seul et communiquer. On parle pas à son voisin. On ne connaît pas son voisin, mais on a tous des amis, des faux amis. Des amis sur Instagram, des amis... et tout le monde a des amis, mais le terme est complètement galvaudé. On n'a pas d'amis. Puisque vous êtes médecin, je voudrais un peu compléter votre propos. Vous dites le progrès est formidable, vous voyez, on soigne des maladies qu'on ne soignait pas, les résultats, les taux de réussite, de guérison sont infiniment supérieurs. C'est vrai. Vous avez remarqué d'ailleurs que une maladie chasse l'autre, une nouvelle maladie apparaît qui remplace celle qu'on sait guérir. Et je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer que le progrès n'a pas toujours un solde positif, celui qu'on imagine. Le grand historien, le roi Ladurie, faisait remarquer dans un de ses ouvrages que le taux de mortalité infantile à la fin du XVIIe siècle, sous Louis XIV, était de 25%. C'est-à-dire, en gros, il y avait un enfant sur 4 qui naissait et qui ne passait pas la première heure ou la première journée. Aujourd'hui, le taux d'avortement en France est de 25%. En gros, vous voyez, 200 000, même chose. Donc, le solde, il y a 800 000 naissances en France, c'est du même ordre. Le solde pour la vie humaine est le même. C'est-à-dire, ce que la médecine a guéri en progrès, il n'y a plus de mortalité infantile, eh bien, les modes de vie contemporains, humains, annulent ce progrès si on prend comme base les données statistiques. Et je sais bien, et je dis tout de suite que les données statistiques ne sont qu'un aspect du problème. Oui, mais puisque vous citez les statistiques, je vous le donne, c'est-à-dire les gains
en termes de progrès médical, ont été annulés par le changement de mode de vie qui a décidé de donner aux femmes le droit d'avorter, et c'est bien effectivement leur droit, mais le résultat en termes quantitatifs est exactement le même. Oui, bon, sauf que c'est vrai, il n'y avait pas la même population en fait à l'époque, il n'y avait pas les mêmes soins, le même suivi. Mais en pourcentage, c'est la même chose. Et aujourd'hui, peut-être que sans le progrès, nous ne serions plus là parce qu'on mourrait aussi. L'espérance de vie était quand même beaucoup plus limitée. Quoi. Oui, ce qui nous perturbe. Pourquoi la pandémie de la Covid n'est pas de même nature que celle de la grippe de Hong Kong ou la grippe asiatique qui finalement a fait sur un laps de temps plus réduit autant de morts. Il y a eu 30 000 morts en 2 mois sur la période 60-70. Parce que nous n'avons plus de schéma d'explication à donner. Et puis c'est un événement parfaitement régressif. Ça nous doit apparaître un épisode moyenâgeux. On se dit, nous, maintenant, ça nous arrive. Comment ça se fait? Allez, on va poursuivre dans un instant avec vous. C'est passionnant, Patrick Buisson, la fin d'un monde, avec Régine qui est avec nous en ligne. Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Daniel. 0826 300 300, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Chez Poltron et Sofa, on est tellement heureux de vous revoir, de vous retrouver, qu'on a décidé une offre spéciale réouverture. Nous vous offrons 50% de remise sur tous nos canapés faits main en Italie. Toute la collection Indiscret de Robert Laffont. Entreprendre, le magazine de toutes les réussites chez votre marchand de journaux. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h50, on continue avec Patrick Buisson ce matin, ce livre La fin d'un monde aux éditions Albin Michel. Et juste avant de prendre Régine qui est au 0826 300 300, vous revenez dans ce livre sur la hiérarchie de la famille, sur l'autorité, l'actualité aujourd'hui d'une jeunesse extrêmement turbulente, voire extrêmement violente. On pointe la responsabilité des parents pour certains. Est-ce que ça s'explique finalement ? Alors, il faut bien voir que cette période 60-75 est marquée par un événement politique majeur qui est mai 68. Qu'est-ce que c'est mai 68 ? C'est la révolte contre le père, contre la verticalité, contre toutes les incarnations de l'autorité, qu'on noircit à l'extrême. Les 68, c'est CRS-SS. Bien sûr que les CRS n'étaient pas des SS. Mais c'est une révolte contre le père et contre la figure du père et ce qu'il représentait. Et d'une certaine manière, quand on voit aujourd'hui ce qu'est, face à cette violence que vous évoquez, cette explosion de violence type un peu orange mécanique, il faut bien dire les choses. Les faits divers aujourd'hui ont un caractère barbare. Remarquez, ils l'ont toujours eu. Mais pourquoi ça nous choque davantage aujourd'hui ? Parce qu'on voit les images déjà. Ben voilà, c'est parce que c'est souvent scénarisé, quoi. Et filmé même par les auteurs de ces violences. Donc il n'y a pas une journée sans qu'il y ait évidemment une vidéo qui circule ou sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information continue par exemple. Eh bien, ce qui me paraît caractéristique aujourd'hui, c'est que si les Français sont d'accord sur un point, c'est la demande de la restauration de l'autorité. Alors de l'autorité de l'État, mais aussi d'autres formes d'autorité. Et donc on a le sentiment que le cycle ouvert par mai 68 est en train de se fermer. Et qu'on passe à autre chose. Alors cette autre chose, on ne sait pas de quoi il va être fait, mais moi j'ai une conception cyclique de l'histoire. Elle n'est pas vectorielle, c'est-à-dire il n'y a pas une ligne qui part d'un point et va vers un autre. Il y a des moments dans l'histoire, les périodes de grand libéralisme sont suivies par des périodes de reprise en main. Dictature, régime autoritaire ou totalitaire, et puis aux périodes effectivement autoritaires succèdent des périodes de décompensation, décompression dans l'histoire. Là, nous sortons d'une période qu'on va qualifier de libertaire. Qu'est-ce qui nous attend derrière ? C'est plutôt effectivement le retour à des régulations. On a vécu une longue période de dérégulation. La logique historique voudrait que nous entrions dans une période de régulation. Régine est avec nous. Bonjour Régine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour Monsieur Buisson. Bonjour. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Et alors, vous m'avez tendu un peu la perche dans la mesure où vous avez évoqué cette période de 60 à 75. Moi, on était en plein boom, c'est-à-dire dans la force de notre vie, je veux dire. Alors, pour revenir à ce que vous disiez par rapport au travail, à l'époque, on n'avait aucune aide, je veux dire. Mais par contre, on était rémunéré au travail qu'on fournissait. On n'avait pas à se poser de questions. Et j'en veux pour preuve que mon mari, ma fille qui avait un jour calculé le nombre d'heures que faisait son père dans la semaine, elle était arrivée à quelque chose comme 85 ou 90 heures. Et personne ne trouvait rien à redire. Et d'un autre côté,
d'un point de vue familial, on avait tellement de travail, on était content, on l'appréciait, on était obligé de se séparer de nos 3 enfants, ma belle-mère les enlevait, les envoyait, les emmener, je veux dire, et de façon à ce qu'on puisse travailler librement. Par contre, on n'avait pas d'aide. Avec nos 3 enfants, j'ai jamais touché les allocations familiales, parce qu'on me disait ah mais non mais vous gagnez trop, ben, peu importe. Mais c'était ça. D'autre part, je vais vous dire, l'esprit de famille existait. Alors vous dites que peut-être le fait qu'il y ait les médias, la télé qui nous renvoie des images terribles, et moi j'en veux pour preuve simplement l'enfance. Peut-être qu'il y avait autant de violence, voire de barbarie, vous avez mis le doigt dessus par rapport à ce que je ressens, c'est que ce qui me choque au plus haut point, c'est l'âge des enfants actuellement qui utilisent ces barbaries. C'est affolant. Quand vous entendez un enfant de 14 ans, alors je n'ai pas souvenir qu'on ait vécu des périodes aussi violentes. Ouais. Et d'autre part, je vais vous dire, en même temps, si on prend les 3 dernières années, avec tous les mouvements violents, comme les gilets jaunes, les infirmières qui réclamaient à corps et à cri un réajustement de leur situation, la police, je veux dire, là, par rapport à ce qui vient de se passer à la pandémie, rien n'a été fait. Alors on a mis tout ça sous le tapis parce que ça arrangeait tout le monde dans la mesure où on avait quelque chose qui pressait davantage, c'était la pandémie, qui n'est toujours pas réglée, finalement, parce qu'on a l'air de vouloir toucher le ciel avec le doigt, mais je pense que la 4e vague, elle n'est certainement pas très loin. Alors donc, je pense que ça n'a pas bougé. Ouais, alors, rien n'est réglé. C'est ce que vous dites, hein, Régine. Patrick Buisson, oui, merci, hein, Régine. Patrick Buisson va vous répondre. Il nous reste 1 minute, oui. Oui, sur une chose, par exemple, vous parlez de la violence. La violence est apparue à travers les écrans aussi, il ne faut pas l'oublier. Ouais. La spectacularisation de la violence, c'est-à-dire le fait de montrer des actes violents, des crimes, des meurtres, surtout les écrans, télévision ou cinéma, a été en quelque sorte une formidable école du crime. Parce qu'il y a un moment, si vous voulez, où la distance qu'il y a entre la fiction et la réalité devient d'autant moins protecteur ou protectrice que l'individu la rencontre à chaque moment de sa vie. Et je ne parle pas des écrans, des jeux, par exemple, que vous connaissez pour les adolescents ou les gamins. Et il y a un moment où la différence entre la vie et le spectacle se dissout, disparaît. Et donc je crois que dans ce qui s'est dégradé précisément, c'est qu'il y a cette production et cette offre de violence fictive qui, évidemment, ne peut que imprégner les esprits, parfois modifier les comportements et aboutir à ce que les enfants de 12 ans ou 13 ans ne fassent plus la distinction entre le bien et le mal et reproduisent ce qu'il leur est donné comme, non pas comme modèle, mais comme norme. Merci beaucoup, Patrick Buisson. La fin d'un monde, hein. Oui, c'était mieux avant, aux éditions Albin Michel. Merci à vous d'avoir répondu à vos questions. Vous étiez nombreux à nous appeler au 0826 300 300. On vous a donné la parole à quelques-uns, évidemment. On ne pouvait pas le donner à tout le monde, mais ça résumait bien, je pense, les appels. Et puis on n'a pas fini, puisqu'on va faire un petit coucou à François Trio.